Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de décryptage sur Niveau d'Info. La CEDEAO et le Nigeria démontent les accusations de déstabilisation du Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest défend le Nigeria qui est accusé donc par le Niger voisin d'héberger des troupes étrangères et de comploter à le déstabiliser, des accusations susceptibles d'aggraver la crise actuelle avec l'AES. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Dans une interview diffusée mercredi 25 décembre dernier, le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a dénoncé des complots de déstabilisation contre son pays, affirmant que la France avait établi une base dans le nord du Nigeria depuis laquelle elle armerait des groupes terroristes pour créer des troubles de l'autre côté de la frontière. Pour paraphraser ces propos, quelle est votre analyse donc de cette sortie du président du Niger? D'abord la forme. Il faut que les militaires qui sont au pouvoir arrêtent d'utiliser la télévision nationale pour dire ce qu'ils veulent. Il faut faire face à des journalistes de façon générale et de façon plurielle. Et il y a de très bons journalistes au Niger qui, s'ils étaient sur ce plateau, auraient fait de la réplique. Vous aurez souhaité une conférence de presse à la place d'une interview exclusive? Pas nécessairement une conférence de presse, mais un journaliste qui prenne ses responsabilités pour poser également les questions qui fâchent. Mais quand c'est à télé, bon, à la limite, dis ce que tu veux, ça fait déjà que, du point de vue forme, on s'interroge. Et ça, c'est de plus en plus ce que nos présidents font. Non, quand tu es devant un journaliste, il faut que ce soit un journaliste qui pose les questions. Et tout le monde connaît les questions de l'heure. Quand les questions de l'heure ne sont pas posées, on passe nécessairement à côté de l'interview, alors que interviewer le président devrait être une bonne occasion pour que l'on sache où est-ce qu'on en est sur plusieurs aspects. Les accusations, moi, je les trouve graves. Et quand je dis je les trouve graves, c'est le président du Niger qui parle. Si ce qu'il dit est vrai, c'est grave. Si ce qu'il dit n'est pas vrai, c'est grave. Donc la gravité, elle est là, il n'y a rien à faire puisque on est déjà dans une situation où l'AES par rapport à la CEDEAO, vous avez tantôt une crise avec quelques membres de la CEDEAO, tantôt on essaye de faire une médiation, les choses reviennent à la normale, tantôt la crise revient. J'ai toujours dit sur ce plateau que la crise ne sert absolument à rien. Parce que c'est une crise qui porte plus sur les égos de ceux qui dirigent l'AES et la CEDEAO que sur véritablement un souci de s'occuper des problèmes de nos populations. Et moi, ça me dérange quand ça se fait de la sorte. On nous parle encore de guerre. Une guerre en Afrique de l'Ouest, ça ne peut être qu'une catastrophe. J'ai toujours dit sur ce plateau, je préfère, quand on voulait attaquer le Niger, je préfère un mauvais arrangement à une guerre. Et je pesais bien mes mots en parlant de mauvais arrangement. Qui va aller en guerre? Le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger. Mais regardez tout ce qu'il y a comme problème à l'intérieur de ces pays. Pas exactement au même niveau. Mais regardez tout ce qu'il y a comme problème à l'intérieur de ces pays. Ces pays peuvent-ils aller en guerre? La priorité, ce n'est pas d'aller vers cette guerre. Il y a une autre guerre qui doit être menée. C'est celle contre les groupes armés terroristes qui sont sur le Sahel. C'est celle contre la corruption. C'est celle contre la prise de pouvoir par la force. C'est celle contre la conservation du pouvoir par la force avec des modifications constitutionnelles, des élections qui ont été manipulées, etc. Mais c'est la guerre contre l'analphabétisme. Mais c'est la guerre pour qu'on puisse être soigné chez nous dans des hôpitaux où on trouve un plateau technique et le personnel qu'il faut. C'est ça les véritables enjeux au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas qu'on les laisse ici pour nous amener vers une militarisation de notre espace. Qu'est-ce qui se passe au Soudan, en RDC? Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là aujourd'hui? On parle de famine, de population déplacée, mais on en a déjà suffisamment en Afrique de l'Ouest avec les groupes armés terroristes. Il ne faudrait pas qu'on veuille en ajouter pour créer une guerre entre les chefs d'État. Parce que les peuples entre eux n'ont pas du tout envie de se faire la guerre. Le Niger et le Nigeria, des pays voisins, et le Nigeria a visé à démentir en bloc ces accusations. La CEDEAO qui vient donc en soutien au Nigeria, un État membre. Oui, pas seulement au soutien au Nigeria, la CEDEAO est accusée aussi. Puisque le président nigérien a accusé le Nigeria, il a accusé la CEDEAO. Et même l'accusation de la CEDEAO, il faut qu'on sache de quoi on parle.
Le Togo fait partie de la CEDEAO. Le Sénégal fait partie de la CEDEAO avec un nouveau président qui n'a rien à voir avec l'ancien président. Le Ghana fait partie de la CEDEAO avec un nouveau président qui vient d'être élu. C'est pourquoi même dans les mots, il faut faire attention parce que c'est pourquoi j'ai dit tout le temps, les gens passent. C'est les chefs d'État qui sont les sérieux problèmes au niveau de la CEDEAO. Ces chefs d'État sont en train de passer. Quand on parle de CEDEAO aujourd'hui, il va falloir faire la part des choses parce que ça n'a plus rien à voir avec la CEDEAO quand la CEDEAO avait effectivement pris la décision d'attaquer le Niger sur le plan militaire. Ça n'a plus absolument rien à voir. Donc attaquer la CEDEAO de façon globale, c'est mettre dedans des gens qui n'ont absolument rien à voir avec. Raison pour laquelle la commission de la CEDEAO a pondu un communiqué effectivement pour soutenir les pays qui sont dénoncés, pour leur demander de montrer leurs preuves. Parce que plusieurs fois, ces régimes militaires ont accusé, puisqu'on ne peut l'appeler que des accusations, mais des preuves, les gens attendent et on n'en a pas donné. On nous a promis des preuves plusieurs fois, on n'en a pas vu. Réduisons cela à quelque chose de plus simple. On va au tribunal, je vous accuse. On me demande de sortir mes preuves, j'ai dit j'ai les preuves. Et sortez les preuves, j'ai les preuves, sortez les preuves, je vais sortir les preuves après. Et je veux qu'on vous condamne. Je ne sais pas dans quelle juridiction on peut condamner quelqu'un dans ces conditions. Quand on accuse, on porte la responsabilité de sortir les preuves de son accusation. Et les preuves, ce n'est pas un montage où on raconte qu'il y a tel ceci, il y a tel cela. Il faut donner quelque chose de concret qui soit vérifiable par qui de droit. Le général Tchiani cite la France comme l'un des acteurs principaux de ce complot. Comment la communauté internationale réagit-elle à ces allégations? La France par rapport au Sahel, tout le monde sait qu'actuellement, tout ce qui touche au Sahel, c'est la France qui est derrière. C'est j'allais dire, le langage commun. C'est également un modèle de communication qui passe très bien pour secouer les foules, puisque tout le monde connaît actuellement à quel niveau la France n'est pas du tout la bienvenue au niveau de cet espace CEDEAO de façon générale. Maintenant, il faudrait sur ce côté-là également qu'on sache de façon très claire qu'est-ce que la France a fait. N'oublions pas qu'à un certain moment, on avait dit ici qu'il y avait des soldats français au Niger, 2000 qui partaient pour attaquer le Burkina. Ça commence à durer, hein, et l'attaque n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Ça pose un sérieux problème. La France, tout le monde connaît son rôle au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais tout le monde est d'accord qu'il faut que la France aille s'occuper de la France. D'ailleurs, Macron a assez de problèmes chez lui pour devoir s'occuper de la France. Cette question de la souveraineté des pays africains et de la CEDEAO, il n'y a pas de discussion à faire là-dessus. Mais nos problèmes sont là. Occupons-nous sérieusement de nos problèmes pour ne pas faire tout simplement de la France celle qui est responsable de tous nos problèmes. La France n'est pas responsable de tous nos problèmes. Nous avons nos propres responsabilités. Parlons des problèmes, l'un des défis majeurs dans le Sahel, c'est la question sécuritaire. Niamey dénonce donc des complots externes. Mais quelle est la situation actuelle en interne et aussi chez les voisins du Niger et du Mali? Mais la situation sécuritaire est difficile puisque quand on mesure la situation sécuritaire, on regarde les attaques, on regarde le nombre de morts. Vous avez des organismes spécialisés en la matière, pas seulement sur le Sahel, qui s'occupent de ces questions, mais quand vous regardez, on est loin d'un apaisement au niveau du Sahel, y compris au Niger. D'ailleurs, il y a cette interrogation, si Bazoum était quelqu'un que l'on considère comme étant totalement avec la France. C'est les terroristes de la France qui attaquaient Bazoum. Parce que si les terroristes sont de la France, c'est les terroristes de la France qui attaquaient Bazoum qui était avec la France. Il faut quand même qu'on essaye de mettre un peu de nuance dans ce qui est dit par rapport à cette question liée au terrorisme en voulant tout accrocher sur le dos de la France tout simplement. Quand on le dit, on se fâche en disant il défend la France. Je n'ai aucune raison de défendre la France. Ce n'est ni mon pays, ni une nationalité que je cherche à acquérir. Dans un contexte de fragilité justement sécuritaire, quel impact ces complots et une instabilité potentielle peut avoir sur la vie quotidienne même des populations? Mais tout à fait, quand vous regardez le communiqué de la CEDEAO, quelque part dans le communiqué, ils regrettent les accusations, ils demandent même d'éviter des accusations sans preuve et de faire plutôt la promotion du dialogue et de la stabilité. Quand vous regardez la réponse du chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, lui, il jette un pavé dans la mare en leur disant que regardez chez vous en matière de sécurité où les choses se dégradent et occupez-vous de ça au lieu de vous mettre à accuser les autres. Donc il est clair que
il y a une stabilité qui n'est pas présente aujourd'hui dans cette zone du Sahel. Et quand je dis cette zone du Sahel, ce n'est pas seulement ces 3 pays. La Côte d'Ivoire est dedans, le nord du Togo est dedans, le nord du Bénin est dedans. Le risque d'extension vers d'autres pays, le Sénégal, etc., ce risque est encore là. Il n'a pas été levé du tout. Le risque d'extension vers le Ghana est là, il n'a pas été levé du tout. Mais moi, je crois que c'est le discours du nouveau président ghanéen. Il a fait une interview avec une radio internationale où il dit, et il reprend cette position, il faut qu'on aille dans le sens de voir plutôt comment dialoguer entre nous, au lieu d'aller chercher à exacerber une situation qui, il le dit clairement, est une menace, y compris pour son propre pays, le Ghana. Bien qu'on ne parle pas encore d'attaque au niveau du Ghana. Je crois que autant faire ce dialogue, trouver une solution, que de rester là à tirer sur la corde, à tirer sur les uns, à tirer sur les autres, au point d'attiser une crise, une méchanceté des uns par rapport aux autres qui pour moi ne sert absolument à rien pour la sous-région aujourd'hui. Parce que ça ne change absolument rien dans la réalité des populations, ça ne change absolument rien également dans la situation d'insécurité et le risque d'extension de cette insécurité au niveau du Sahel et même au-delà. C'est l'heure bientôt du bilan. Un an après l'installation de l'AES, il y a eu quand même des efforts en interne au niveau de chacun des 3 gouvernements. Mais tout à fait, il faut reconnaître que sur le plan militaire, ces armées aujourd'hui parviennent à faire dans leur pays ce que ces armées n'avaient jamais eu à faire. Puisqu'il y a eu de l'armement, il y a eu de la préparation supplémentaire, il y a eu l'appui également de Wagner. Il ne faut pas se cacher la vérité sur ce plan-là. Ça a permis d'avoir quelque chose. Mais ils avaient promis autre chose. Et ils ne parviennent pas encore à réaliser cette promesse. Pour dire qu'il y a des avancées, c'est vrai, mais il reste encore beaucoup de choses à faire au niveau de ces pays où les groupes armés terroristes sont en train de perturber la vie paisible des populations. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso jugent irréversible le retrait prochain de la CEDEAO. Ces accusations au niveau de Niamey, une situation qui risque de cristalliser encore les tensions. Mais ça cristallise les tensions parce que vous avez des... je ne sais pas s'il faut les appeler des panafricains souverainistes amplificateurs sous tutelle qui sont là à vouloir se considérer comme des influenceurs, mais en fait, c'est des gens qui passent leur temps à mettre de l'huile sur le feu. Oui, ils se sont armés, si vous attaquez, on va vous envoyer des missiles. Non. Les États-Unis ont fait 20 ans en Afghanistan. Rien du tout. Ils ont fui. Avant eux, les Russes ont fait 20 ans en Afghanistan. Ils ont fui. Il ne faut pas regarder le matériel militaire et puis dire que le matériel militaire est là, nous sommes forts. Si c'était vrai, la guerre entre la Russie et l'Ukraine serait terminée depuis fort longtemps. Je ne suis pas du tout un partisan de la guerre. Je suis un partisan du dialogue. Surtout dans cet espace africain où nos populations se sont déjà interpénétrées. Les séparer créera un véritable problème. Mais que les gens s'asseyent, que les gens trouvent une solution et que dans la solution, qu'on mette les populations devant. Qu'on ne mette pas les chefs d'État devant. Ces chefs d'État passent et les populations restent. Et pour terminer, au niveau de la CEDEAO, les premières menaces d'intervention est-elle toujours maintenue? Maintenant, on n'entend plus parler de menaces officiellement au niveau de la CEDEAO. On n'entend plus parler de menaces officiellement, puisque la décision qui avait été prise à l'époque a connu même des contestations finalement à l'intérieur même de la CEDEAO. Le Bénin, qui faisait partie des partisans d'une intervention, on a vu le président béninois changer complètement d'avis et le faire publiquement, en expliquant exactement ce qui l'a mené à changer d'avis par rapport à une telle question. Le Nigeria, qui portait en partie cette affaire, ne le porte plus. On a vu même à un certain moment le Niger et le Nigeria mettre leurs troupes ensemble pour sécuriser plutôt cette frontière qu'ils ont en commun, surtout par rapport à Boko Haram. Donc quand on ramène effectivement cette question militaire, cette question de déstabilisation, il faut se poser la question, est-ce que ces régimes également sont aussi fragiles au point que dès qu'on a l'impression qu'il y a de la déstabilisation, il faut sonner sur la cloche pour que l'AES se remue et qu'on mette les armées ensemble? Je crois qu'il faut s'ils sont véritablement en situation de stabilité. La prévention, il faut alerter. Oui, alerter, je suis d'accord, mais alerter est différent d'accuser.
Parce que quand on accuse, ça n'a rien à voir avec l'alerte en tant que telle. On a accusé plusieurs fois des pays. Ça ne fait que rendre encore plus difficile des relations compliquées actuellement entre l'AES et la CEDEAO, alors que quand vous regardez la tendance actuelle, mais les gens disent, mais attendez, ça suffit. Il y a eu la querelle à un certain moment, c'est bon. Revenons à une situation normale. Et cette situation normale, on y revient par le dialogue. Pas par des dénonciations, pas par des discours où on prend l'autre comme un ennemi, comme un adversaire. Nous sommes tous de l'Afrique de l'Ouest. Et si nous sommes des panafricains, c'est ensemble que nous réglerons les problèmes de l'Afrique. Si nous nous battons entre nous, ça veut dire que l'Afrique ne s'en sortira pas après-demain. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.